Alors donc aujourd'hui, j'ai le professeur Lachlan Monroe qui par ailleurs est directeur de l'École de développement international et qui enseigne plusieurs cours ici et qui a fait aussi une longue carrière dans le développement international avec différentes agences de l'ONU et d'autres. Et donc bonjour Lachlan. Bonjour Pierre. Lachlan, tu as écrit le chapitre qui s'appelle Sciences et technologies et développement. Alors évidemment, on voudrait bien que tu nous parles un peu de ça. Il y a quelques années, quand on était dans le développement international, on ne pensait pas tellement à sciences et technologies, on était plus pratico-pratique, terre à terre, si on peut dire. Il y avait des inputs scientifiques dans certains domaines, comme par exemple l'agronomie. Mais en général, c'était le lien entre sciences, technologie et développement était moins évident qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, comment tu vois ça justement aujourd'hui? Quel est l'apport, quelle est l'importance de la science et de la technologie dans le développement international aujourd'hui? Ok, merci Pierre de ces questions-là. La science et la technologie ont toujours fait partie du développement international. Il y a une quarantaine d'années, on parlait beaucoup des technologies appropriées, c'est-à-dire des technologies qui étaient aptes, appropriées, pertinentes et adaptées aux besoins des pays en voie de développement. C'était un grand mouvement dans les années 60-70. Et cette tradition n'a jamais disparu. Et avant d'arriver à l'EDIM, j'étais vice-président au Centre de recherche pour le développement international ici à Ottawa. C'est une société d'État fédérale canadienne dont l'objectif principal, c'est de renforcer les capacités de recherche dans les pays en voie de développement. C'est-à-dire que tout pays fait face à certains défis, certains problèmes. Et il est très important que ce pays ait lui-même les capacités nationales pour identifier ces problèmes, pour répondre à ces problèmes, pour trouver des solutions et pour tester des solutions. Et je crois que ça, c'était primordial lors de la création du CNRDI il y a 45 ans. C'est toujours pertinent aujourd'hui parce que ce n'est pas à nous, les soi-disant experts du monde industrialisé, d'aller proposer des solutions aux pays en voie de développement, au tiers-monde. C'est leur pays, c'est leur développement. Ils devraient être en mesure d'identifier des questions de recherche, de créer leur propre technologie, de les tester et de les mettre en œuvre. Ça, c'est toujours primordial. Ça a toujours été le cas. La situation a changé dans le monde et dans le monde du développement, il y a beaucoup de pays en voie de développement qui ont des capacités qu'il n'y avait pas. Il y a 50 ans, il n'y avait pratiquement pas d'université, etc. Là, il y a beaucoup d'institutions. Il y a des pays qui en ont beaucoup plus, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, mais beaucoup de pays, mettons, des institutions, puis ont des chercheurs, puis ont des projets. Et même dans les institutions de développement de ces pays-là, on trouve des gens qui ont des doctorats, puis qui ont étudié, puis qui ont l'Internet, et donc qui savent, qui connaissent. Alors, parle-nous donc du rapport qu'on peut avoir aujourd'hui dans le domaine scientifique et technique, dans un contexte où nos interlocuteurs du Sud sont quand même aussi qualifiés que nous, et même des fois plus. Alors, qu'est-ce qu'on a à leur apporter? Les capacités techniques, professionnelles, scientifiques, technologiques de bon nombre de pays en voie de développement se sont beaucoup améliorées depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et si nous, les pays industrialisés, les pays de l'OCDE, si on va les voir en disant « nous sommes les experts, nous avons toutes les réponses, vous n'avez qu'à nous écouter », on va nous montrer la porte. On va nous dire « non, vous ne connaissez pas notre milieu, nous sommes aussi qualifiés que vous, nous avons des doctorats non seulement en provenance de nos propres universités, mais de vos meilleures universités dans l'Occident. » Alors, je crois que cette création d'énormes capacités scientifiques et technologiques dans les pays en voie de développement doit changer la façon dont les pays comme le Canada ont des relations avec les pays de l'ancien tiers-monde. Ça, c'est numéro un. Et surtout, dans des pays comme la Chine, l'Inde, mais le Brésil, l'Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres pays auxquels les étudiants de développement international ne pensent pas souvent. Chili, Malaisie,
Turquie, Thaïlande, Maroc, etc., etc., Dubaï, ce sont des pays qui sont des pays de taille moyenne, mais qui ont des capacités scientifiques et technologiques importantes. Il y a un autre groupe de pays qui ont toujours moins de capacités technologiques, scientifiques, majoritairement, mais pas tous, en Afrique. Les nations qui sont des îles, les petits pays, comme je pense à Swaziland, Botswana, les nations de l'océan Pacifique, les Caraïbes, etc. Là, il y a parfois des lacunes importantes dans leur capacité technologique et scientifique. Dans le cas des pays africains et d'autres pays comme par exemple l'Afghanistan, l'Irak, dans les années 80-90, les programmes d'ajustement structurel ont effectivement tué les universités, les collèges technologiques dans ces pays. Il faut également dire que dans certains pays fragiles, la situation sociale, politique et économique a été telle que les professionnels ont quitté le pays. Ce que tu suggères, c'est qu'il faut, pour les étudiants, en pensant à ce qu'ils peuvent faire plus tard, on peut penser à deux choses là, dans le domaine scientifique. Il faut appuyer les pays qui ont à se reconstruire. Exactement. Développer leur capacité, développer leur système scolaire vraiment à la base. Et puis en même temps, il faut travailler à un haut niveau sur la base de partenariats dans des projets de recherche. Ouais, avec les pays comme la Chine, la Turquie, le Maroc, le Brésil, etc., ces pays munis d'une bonne capacité technique, il faut penser non pas en termes de projets d'aide classiques, mais de véritables partenariats. Et peut-être des partenariats nord-sud-sud. Et à favoriser non seulement la collaboration sud-sud, ce qui est valable et pertinent et important, mais de créer de véritables partenariats triangulaires. Alors peut-être que la Turquie et le Canada puissent, après la guerre en Syrie, aller renforcer les capacités des universités syriennes. D'accord. Je voudrais terminer avec un truc spécifique, mais je pense que ça intéresse beaucoup nos étudiants parce que ils sont nés dans le merveilleux monde des technologies de l'information et des communications, en lisant leurs 82 000 messages par jour, même pendant nos cours. Alors donc, blague à part, sérieusement, ça a changé la donne. C'est non seulement l'éthique, l'accès aux TIC. On pense aux fermiers au Kenya qui consultent le prix du café pour savoir quel est le meilleur prix dans quel... Donc, ça a pénétré les sociétés. Ça a eu les économies. Des économies. Ça a eu un impact sur les mouvements sociaux, puis sur la capacité des citoyens de s'organiser, puis éventuellement de contester les pouvoirs. On a vu ça avec le printemps arabe. Et donc, il y a toutes sortes de trucs. Les étudiants sont très familiers avec tous ces outils-là. Peut-être que tu pourrais nous parler juste un petit peu de comment tu vois ça là, dans le développement international. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est quelque chose de très positif? C'est une question peut-être un peu bête. Comment on peut l'utiliser davantage? Comment ils peuvent se préparer aussi, nos étudiants, dans ce domaine-là? Il y a 12 ans, j'ai rencontré un fonctionnaire de l'ancienne NACDI, l'Agence canadienne de développement international, et on discutait un programme qu'on avait au CNDI, c'était l'éthique, les technologies d'information et des communications au service du développement. Et le fonctionnaire de l'ACDI m'a dit, mais les pauvres n'utilisent pas les ordinateurs. Pourquoi vous avez un programme de TIC pour le développement? Les pauvres n'utilisent pas les ordinateurs. Ça ne sert à rien, votre programme. Ben, franchement, il avait tort. Ce n'est pas les ordinateurs qui ont pénétré dans les pays en voie de développement, c'est les téléphones cellulaires, c'est les smartphones. Et tu as bien fait de signaler l'importance sociale, politique, économique, l'utilisation sociale, économique et politique de ces outils, qui est très important. Par exemple, l'exemple des fermiers kenyans, les fermiers maintenant savent quels sont les prix dans différents marchés. Ils savent maintenant qu'ils peuvent réaliser un meilleur profit en transmettant leur production à tel marché plutôt qu'à tel autre. Autrefois, les agriculteurs devaient se fier d'un middleman, d'un commerçant qui, lui,
connaissait les prix dans tous les marchés, mais qui cachait ce fait des fermiers, et lui, il en tirait sa rente, dans le sens économique, de ce fait-là. Ces commerçants-là sont de plus en plus écartés de la question agricole. Au profit de qui? Au profit des agricultures. C'est une bonne chose. Le printemps arabe, c'était une bonne démonstration de l'effet politique de ces technologies d'information. Il est beaucoup plus difficile maintenant de cacher des atrocités, des abus de pouvoir de toutes sortes. Mais il est également plus facile pour les autorités dans les pays de surveiller leur population, ce qui se fait régulièrement. Alors, il y a une contestation dans les deux sens et les deux côtés s'adaptent mutuellement et on ne sait pas quel sera le résultat. Donc, l'éthique, c'est pas une magie, là, c'est pas une solution fourre-tout, c'est un outil. Ça peut être positif, mais ça peut aussi avoir des aspects négatifs. Mais une chose est certaine, on ne peut pas les abandonner. Et donc, il faut les apprendre et puis il faut apprendre à manipuler ces outils-là, à faire des pages Internet, des systèmes de communication, c'est très important. Là. Ça devient presque fondamental là, pour un jeune qui arrive sur le marché du travail, surtout dans le développement international. Et dans la vie des diasporas, et les diasporas sont importantes, les technologies d'information, de communication sont un outil de rapprochement avec leur pays d'origine très, très important. Il y a 40 ans, quand on était jeunes tous les deux, faire un appel téléphonique en Europe du Canada, ça coûtait énormément cher. Et ça ne se faisait qu'à Noël pratiquement. Maintenant, avec Skype et tous ces outils, on peut rester en contact quotidiennement avec son pays d'origine. Ça change la donne en termes des diasporas, des questions de migration, des questions de relations. C'est un bon point parce que beaucoup des étudiants en développement international, ils ont un background là, et donc le rôle des diasporas est appelé à devenir de plus en plus important. Alors bon, mais merci Lachlan, et puis j'encourage tout le monde à lire le chapitre 23, dont le titre est « La science, la technologie et la recherche pour le développement ». Et donc c'est une excellente synthèse de ces questions que vous pourrez approfondir plus tard.